Bonjour Edouard, on va commencer par 3 idées reçues sur l'IA. Ok, très bien, enchanté. Enchantée. Première idée reçue, l'intelligence artificielle devient plus intelligente que les humains dans tous les domaines. Alors c'est faux. Alors déjà, il faut définir ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence, c'est l'aptitude de l'humain à s'adapter à toute situation. Et dans ce cas-là, l'IA ne le fait pas. Elle surpasse l'humain dans certaines tâches, que ce soit la reconnaissance d'images, la vision par ordinateur, mais elle ne devient pas plus intelligente que l'humain. La deuxième idée reçue, l'intelligence artificielle va remplacer de nombreux emplois humains. Alors c'est vrai. Et ça, c'est comme toute grande innovation, ça apporte son lot de changements. L'IA, l'objectif, c'est d'automatiser des tâches répétitives pour l'humain. Donc forcément, ça va remplacer certaines personnes. On peut le voir déjà, que ce soit aux caisses automatiques, au supermarché du coin ou dans d'autres domaines. Mais ça va aussi créer de nouvelles opportunités. Maintenant, on a des nouveaux métiers qui apparaissent, le data scientist, l'analyste de données et tout ce qui va être lié à la donnée. Trop bien. La dernière idée reçue, c'est que l'intelligence artificielle peut se développer et apprendre toute seule sans intervention humaine. Alors c'est faux. Si l'idée c'est d'avoir une Skynet à la Terminator, ce n'est pas le cas et à l'heure actuelle, ça ne sera jamais le cas. Parce qu'elle a toujours besoin de données, d'être supervisée par l'humain. Elle est possible de se développer dans des endroits où on ne l'attendait pas. Par exemple, quand on a entraîné des modèles de langage, on a pu voir que ça apprenait d'autres langages qui n'étaient pas prévus. Mais ça a toujours, toutes les informations sont dans les données, donc ce n'est pas possible. Quel domaine va être le plus impacté par l'intelligence artificielle ? Alors là, c'est tous les domaines, comme j'ai dit, où les tâches vont être répétitives. Donc on va avoir beaucoup le marketing, donc tout ce qui va être les analyses de données des clients, le cibler des marchés, cibler des personnes. La médecine, ça on en entend beaucoup parler parce que c'est une révolution dans la détection des cancers, la détection de certaines maladies, le développement des protéines, etc. Et après, toutes les tâches qui vont être automatiques. Donc ça va être au supermarché, ça va être dans la vie de tous les jours, des personnes qui avaient des tâches répétitives sur Excel, sur des programmes. Tous ces métiers-là vont être impactés. Nous, on connaît surtout l'intelligence artificielle générative. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres types d'IA qui existent ? Bien sûr, alors il existe différents types d'IA. L'IA générative, elle est très connue parce que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui le mieux auprès de tout le monde avec ChatGPT. Mais il y a aussi du coup l'intelligence prédictive. Donc ça, c'est pour prédire des choses. Donc par exemple, prédire le cours de la bourse, prédire si cette personne va être malade ou pas. On va avoir tout ce qui sont l'intelligence avec les réseaux de convolution. Donc ça, c'est tout ce qui est la détection, la reconnaissance des images. Donc par exemple, détecter une image de chat, détecter une image de chien ou même beaucoup d'autres choses. On va avoir aussi les réseaux récurrents et on va en avoir des dizaines d'autres types qui sont plus ou moins connus mais qui ont toutes leurs fonctions très importantes en IA. C'est quoi selon toi le point positif de l'IA ? Alors déjà la première chose, ça va être du coup la libération de l'homme par des tâches répétitives. Donc ça c'est toute une question philosophique, est-ce qu'on est vraiment libéré si on arrête d'apprendre par exemple à faire à manger, à faire d'autres choses. Mais ça va pouvoir nous libérer de certaines tâches répétitives. On va avoir aussi tout ce qui est le soutien à la transition écologique. Donc aujourd'hui on a beaucoup de programmes qui se développent pour être plus sobres, qui permettent d'optimiser les rendements agricoles pour utiliser moins de surface. Et si on l'utilise dans une optique écologique, ça peut aider. On va avoir du coup tout ce qui est le soutien éducatif. Aujourd'hui, on intègre beaucoup d'IA dans les formations supérieures, donc comme à l'ESIEA ou comme dans d'autres écoles. Vous avez par exemple toutes ces applications, Duolingo, etc., qui utilisent l'IA pour savoir qu'est-ce qui est le mieux à vous faire apprendre sur le moment, en fonction de comment vous vous sentez, etc. Et bien évidemment, tout ce qui est la médecine, les progrès que ça peut apporter dans la médecine. Ça, c'est pour les points positifs. Est-ce que peut-être il y a des risques qui sont liés à cette nouvelle technologie ? Ouais. Alors là, du coup, il y a beaucoup de risques, et c'est aussi pour ça que l'Europe en général essaye de mettre des règles. L'IA, si elle n'est pas contrôlée, du coup, c'est du marketing intensif et surtout hyper ciblé, qui utilise tous les biais neurocognitifs que l'humain peut avoir sans s'en rendre compte pour l'obliger à réaliser certaines actions qui sont, sans s'en rendre compte contre son gré, et mauvaises pour lui. Ça va être aussi des conséquences, du coup, toute la question sur la libération de l'homme. Si on arrête de faire certaines tâches, on n'est plus capable de savoir les faire. Et la question de savoir si, au bout d'un moment, est-ce qu'on est libéré. Donc, quand on a le robot aspirateur qui aspire à notre place, c'est peut-être une bonne chose. On a une tâche en moins à faire.
qui est une tâche qui n'est pas forcément importante. Par contre, à l'inverse, si on arrête de savoir faire à manger, si on arrête de savoir même écrire, à force d'être sur ordinateur et de poser des questions à ChatGPT, est-ce que ça libère vraiment l'homme? On va avoir du coup après toutes les conséquences aussi sur les fake news et la désinformation, comme vous avez pu, comme c'est un peu à la mode, avec des images plus réalistes que jamais, des informations en beaucoup plus grand nombre, mais qui ne sont impossibles à vérifier. Et tout ça, c'est des questions qui restent à régler et à faire très attention avec le développement de l'IA, surtout quand elle apparaît dans les mains de tout le monde aujourd'hui, qu'en 3 clics, on est capable de générer une image hyper réaliste de son voisin, sa voisine, et pas que de personnes hyper connues. Du coup, on peut se poser la question, comment on se forme à l'IA? Alors, pour se former à l'IA, aujourd'hui, il y a des milliers de façons. Il y a la première façon, c'est de façon autonome. Il y a beaucoup de savoir sur Internet, mais lequel est le bon, lequel est le mauvais, ça, il faut arriver à trouver les bons chemins. Il y a forcément auprès de formations plus ou moins rapides qui sont proposées sur Internet, mais l'idéal, ça reste d'être formé dans les grandes écoles d'ingénieurs, comme le SUEA, où là, c'est une formation qui se fait du coup en 5 ans, qui va permettre d'avoir tout ce qui est les bases mathématiques, les bases scientifiques, et aussi cette rigueur scientifique dans le développement de l'IA, et pour finir après sur une spécialisation sur les 2 dernières années d'ingénieur. Donc là, il y a une spécialisation en IA qui permet du coup de se former à tous les métiers de la data, donc que ça soit de la récolte au stockage de la donnée jusqu'à son utilisation dans une application et en passant du coup par l'entraînement de modèles. Donc quand je parle de modèles, c'est tous les programmes d'IA qui permettent de réaliser la tâche voulue. Maintenant que Monsieur Tout-le-Monde a un peu accès à l'intelligence artificielle, quel va être l'impact sur nos sociétés? Alors la première chose, ça va être une redite, mais ça va être tout ce qui va être la désinformation ou la création d'informations sorties de nulle part. Maintenant, ça c'est possible avec l'IA, mais ça va aussi modifier beaucoup de choses. Maintenant, elle est dans les mains de tout le monde. Donc il y a des petits projets qui vont pouvoir sortir de nulle part. Ça va être la réduction de coûts sur certains projets qui vont être faits par des systèmes D, comme on a pu voir, par exemple des bras automatiques qui ont été faits pour moins de 50 €, alors qu'avant ça coûtait 2 000 €. Ben, ça va être la même chose dans plein de projets d'IA. Qui utilisent l'IA, donc la reconnaissance faciale, même au point de vue éducatif. Il y a plein de projets qui naissent de par, que ce soit des projets étudiants, des projets de personnes dans leur coin, et qui permettent du coup d'avoir une éducation qui est plus dynamique, qui s'adapte mieux à chaque personne sur des formations complètement en ligne. Ça, c'est les grands changements qu'il va y avoir sur nos sociétés. Quels sont les impacts ensuite en matière de traitement des données pour les modèles IA? Alors, l'impact avec le traitement de la donnée, là, ça regroupe plusieurs choses. La première chose, c'est toutes les questions de stockage. Stockage et utilisation de la donnée, donc c'est dans des gros data centers, donc il faut déjà les construire, donc ça implique de raser parfois des écosystèmes, ou en tout cas de trouver la place. La deuxième chose, c'est que ça chauffe beaucoup, c'est des appareils informatiques, il faut trouver comment les refroidir. Et ça, c'est de l'énergie qui est utilisée constamment juste pour qu'on puisse avoir accès à la donnée. Donc même quand on ne l'utilise pas, ces data centers continuent de tourner, juste pour que si une personne en a besoin, sur le moment, l'ordinateur soit allumé et puisse nous donner accès à la donnée. Donc ça va déjà avoir un impact écologique. On va avoir aussi du coup un impact sur où est-ce qu'on récolte cette donnée. Là, il y a toutes les questions de confidentialité et de RGPD. À qui appartient cette donnée? Elle est sur Internet. Mais il y a une différence entre pouvoir la voir sur Internet et pouvoir l'utiliser pour ses propres dessins. Et là, c'était toute la question qui a été posée avec l'entraînement de DALL-E, donc c'est le générateur d'images de OpenAI, qui utilise du coup des images faites par des artistes sans les rémunérer pour entraîner son modèle et pour après proposer de nouvelles images. Mais comme on a dit, l'IA ne remplace pas l'humain. L'IA, c'est juste des statistiques plus poussées. Et du coup, ça génère une image à partir du travail de quelqu'un d'autre. Et donc là, il y a toute la question de à qui est réellement cette image. Donc l'image, oui, elle est nouvelle, mais elle s'inspire des données qui ont été faites par des gens qui n'ont pas été payés. Ça, c'est un gros problème. Et après, on a tout ce qui est lié au biais des données. Un biais qui est très connu, par exemple, c'est les biais des données bancaires. Quand on forme des IA à savoir si on peut obtenir un crédit ou pas, on lui donne plein de données. Et sauf que jusque dans les années 70, 80 et même encore aujourd'hui, les femmes sont défavorisées, par exemple, ont été défavorisées dans les données. Avant, c'était les hommes qui avaient l'argent. Les femmes qui avaient un peu d'argent, c'est en général du coup les femmes qui n'étaient pas mariées, qui avaient peut-être moins d'argent et du coup plus de risques.
Et donc maintenant, l'algorithme d'IA prend en compte que juste le sexe femme est plus sensible de ne pas rembourser ses dettes alors que c'était lié à d'autres problèmes, et donc va accorder moins de prêts à ces femmes. Donc là, il y a ce problème-là. Il y a le problème aussi de la sous-représentation de certaines catégories de personnes, par exemple les personnes plutôt racisées. Elles sont très peu dans les bases de données de reconnaissance d'émotions, reconnaissance d'images. Et donc les modèles d'IA qui apprennent du coup sur des données majoritairement de personnes blanches ont plus de mal à reconnaître les émotions chez les personnes noires, ils font plus d'erreurs. Ça aussi, c'est un problème. Et ça, c'est du coup, il faut l'imaginer que ça vaut pour toutes les données en général. Que ce soit des données de santé, il y a des catégories beaucoup plus représentées que d'autres. Et ce qui fait que les modèles s'entraînent sur ces données-là et ont plus de mal sur certaines catégories. Et pourtant, on autorise à les généraliser. On a eu ce même problème sur les données quand on a essayé de faire des IA qui aident le juge. Forcément, toutes les personnes qui étaient racisées ou d'origine sud-américaine étaient défavorisées par rapport à la personne blanche très classique. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant on peut parler un petit peu des limites technologiques actuelles de l'IA et puis comment on les surmonte? Alors, la première limite technologique, c'est une limite mathématique, c'est une limite où on n'est pas capable de comprendre forcément les résultats qui sont sortis des IA. Alors, il y a tout un domaine de l'IA qui est l'explicabilité de l'intelligence artificielle qui traite de comment comprendre le résultat, que le résultat soit du coup une white box, mais à l'inverse, aujourd'hui, les modèles comme ChatGPT, les gros modèles de réseau de neurones, sont des black box. On n'est pas capable de savoir pourquoi le résultat apparaît comme ça. Est-ce que, quel neurone a joué, on n'est pas capable de l'expliquer, et ça peut être un problème dans tout ce qui est les domaines, que ce soit médecine, si on fait des domaines quand on arrive dans la loi, comprendre ce qui a fait le choix de l'IA, c'est déjà une première limite. La deuxième limite, ça va être la dépendance aux grandes données massives. Ce que j'entends par là, c'est que c'est des modèles qui ont besoin de toujours plus de données. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de OpenAI ou de toutes les sociétés comme Mistral, Google, c'est leur base de données. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, comment ils traitent la donnée, comment ils l'ont récoltée, et ça en demande toujours plus, et c'est des énormes moyens qui sont mis en jeu, donc ça limite les petits projets, les petites entreprises, et c'est surtout que du coup on dépend de certaines grosses sociétés qui ont la donnée. On a pu voir ça avec le scandale de Cambridge Analytica avec Facebook, ou bien juste de savoir où est cette donnée. Et enfin, on a aussi du coup tout le problème de la puissance et de l'utilisation d'énergie. Il faut toujours plus d'énergie, plus de puissance. On arrive aujourd'hui à un point où on pense ne plus être capable de réduire les transistors, ou en tout cas, on sait qu'il va y avoir une limite physique parce qu'on arrive plus petit que l'atome et ça commence à dépasser les lois qu'on connaît, on rentre dans les lois quantiques et là c'est autre chose. Et c'est une limite qui va forcément arriver. Est-ce que c'est possible de créer soi-même son propre modèle IA? Alors oui, aujourd'hui il est possible de créer son propre modèle d'IA et c'est même devenu extrêmement simple. Que ça soit juste en utilisant les plateformes, ChatGPT, Google propose des plateformes sans code qui vous permettent, vous mettez vos propres données, vous êtes capable de créer un nouveau modèle d'IA qui reconnaît vos gestes, votre visage, ou qui fait les tâches que vous voulez. Après, bien évidemment, on apprend ça aussi en école d'ingénieur, comme à l'ESUA, à faire son propre modèle d'IA là, en codant, en utilisant des technologies comme Python, TensorFlow, PyTorch. Et là, on rentre plus dans... on est capable de modifier l'architecture de son modèle, créer son propre modèle, gérer sa base de données, gérer ses données d'entraînement. Et sinon, c'est déjà pas mal. Finalement, une question peut-être un peu controversée. Est-ce qu'on peut arriver à donner une conscience à l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, non. La plupart des scientifiques se sont accordés pour dire que l'IA n'a pas de conscience. Elle est capable d'imiter extrêmement précisément la conscience humaine, mais ce n'est que de l'imitation, ce n'est pas de la conscience. Il y avait eu tout ce dilemme qui avait été posé par un ingénieur Google qui travaillait sur le projet qui était Lambda à l'époque, où il a eu des discussions avec du coup ce large language model comme ChatGPT, et qui a commencé à croire que l'IA avait une conscience. Ça l'a extrêmement bouleversé, il a sorti un peu pas mal de données sur le web et ça a posé tout un questionnement, mais les scientifiques aujourd'hui s'accordent pour dire que l'IA n'a pas de conscience, juste elle limite extrêmement bien.